Docteur, bonjour, bienvenue à cet entretien. Shalom, tout le plaisir est pour moi de répondre à vos questions. Je suis le docteur Maurice Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. L'asservissement de l'Afrique est-il en partie dû au profond ancrage des peuples du continent dans l'occultisme? L'asservissement de l'Afrique. Je pense que quand vous parlez d'asservissement, vous voulez parler de la colonisation et de l'esclavage. Si c'est dans ce sens, je vais répondre par la négation. Les pratiques de nos ancêtres, les croyances de nos ancêtres qui n'avaient pas la lumière, qui n'avaient pas la révélation que nous avons aujourd'hui, ont été pour eux à l'époque des pratiques qui leur permettaient de développer leur système social, culturel, militaire, etc. À cette période, ils n'avaient pas d'autre appui que ça. Et les colons qui sont arrivés ne pouvaient pas facilement pénétrer nos territoires. Ils avaient des difficultés, même avec leurs techniques militaires, de prendre possession de certains de nos territoires. Il y a eu de fortes résistances par-ci et par-là. Donc, il est vrai que l'occultisme est un facteur négatif. Parce que quelque chose qui est occulte, c'est quelque chose qui est caché. Mais ça peut être un bien qui est caché. Mais si nous parlons d'occultisme, du point de vue ténébreux, effectivement, l'occultisme fait beaucoup de mal. Mais dans le cas présent, concernant l'esclavage et la colonisation, moi, je vais vous donner d'autres raisons qui ont pleinement participé à cet asservissement. La première raison que je donnerai, c'est l'ignorance. Les colons qui sont arrivés, les esclavagistes qui sont arrivés, ont compris qu'en nous attaquant de manière frontale, ils ne pouvaient pas prendre nos territoires. Ils ont donc procédé par ruse en présentant des pièces, souvent de pacotille, des miroirs. Et cela était une découverte pour ces hommes qui n'avaient jamais vu de tels objets. Ça les incitait et les excitait de pouvoir se retrouver en possession de tel ou tel autre objet. Donc, les Occidentaux qui sont venus ont profité de l'ignorance indigène, forestière, parce que nos parents vivaient dans la nature. Il y a certaines découvertes qu'ils n'avaient pas encore faites. Donc, le fait de voir de nouvelles choses, ça les séduisait énormément. Du coup, certains de nos puissants rois, certains de nos puissants guerriers, défenseurs territoriaux, ont baissé la garde et, pour des petites choses, ont permis aux Blancs de s'installer sur nos terres. D'ailleurs, la même chose continue aujourd'hui. Nos matières premières, comment est-ce que c'est exploité? Notre économie, comment est-ce que c'est géré? Vous allez donc comprendre que les mêmes choses qui ont été utilisées par le passé, par les colons et les esclavagistes, c'est toujours le même système qui est en cours, mais beaucoup plus raffiné. Donc, comprenez que l'ignorance est la plus grande plaie de tout peuple. La deuxième raison que je vais donner, c'est le complexe. Nos ancêtres, à un moment donné, étaient complexés vis-à-vis des peaux blanches. Et vous allez voir que ce complexe est devenu endémique, c'est devenu congénital. Parce que jusqu'à présent, nombre d'Africains en face d'un blanc se trouvent encore complexés. À partir du moment où tu as un complexe, tu te sens moins important, tu te sens inférieur, tu es intimidé par la personne qui est en face de toi, tu perds tes valeurs. Tu deviens manipulable. Tu peux abandonner ton trône pour t'asseoir sur un tabouret et donner ton trône à quelqu'un qui devait normalement être sur un tabouret. Et c'est ce qui s'est passé dans les temps reculés et qui continue jusqu'à ce jour. Regardez le comportement de nos chefs d'État devant les Blancs, devant d'autres présidents. Nous avons assisté avec beaucoup de honte, nous, jeunesse africaine, nous, peuples africains, à des scènes où nos présidents, juste parce que quelques personnes ont été assassinées en Europe, sont allés couler les larmes. Alors que chez nous, en Afrique, c'est monnaie courante.
Les gens sont assassinés tous les jours. Nos frères, nos sœurs qui voyagent en Europe sont assassinés et les enquêtes n'ont jamais abouti. Il n'y a pas de suite. On n'a jamais vu un ministre, même un député français, européen, couler une seule goutte de larmes parce que des Africains sont morts. Et nos enfants, nos jeunes gens continuent de mourir dans la Méditerranée. Mais les Blancs s'en moquent. Mais regardez comment nos présidents, nos ministres, nos autorités tremblent lorsqu'il s'agit d'un Blanc qui a un problème. Donc, ce complexe d'infériorité que nous avons hérité de nos pères continue de nous détruire, de nous diminuer. L'autre chose que je vais donner comme raison, troisième raison, c'est la traîtrise. Il y a trop de traîtrise en Afrique. Que s'est-il passé au temps de Lumumba? Que s'est-il passé au temps de Sankara? Tous ces révolutionnaires, tous ces hommes qui s'étaient levés pour redonner à leur nation et à l'Afrique sa dignité, ils ont été trahis par qui? Mais ces faits ne sont pas nouveaux. C'est depuis le temps de nos ancêtres. Les premières personnes parmi nos ancêtres à être corrompus par les peaux blanches ont vendu leurs frères, ont livré leurs frères, ont exposé leurs frères. Ils ont trahi la conscience, ils ont trahi leur propre conscience et trahi leur peuple. Aujourd'hui, l'Afrique s'est retrouvée totalement vendue. Les historiens peuvent nous en dire avec plus de détails. Donc, bien-aimés, chers internautes, oui, il y a l'occultisme en Afrique. Mais il n'y a pas que l'Afrique. Pour le peu de pays que je connais dans le monde, le peu de pays que j'ai dû parcourir, j'ai découvert qu'il n'y a pas seulement qu'en Afrique qu'il y a l'occultisme. Tous les pays sont plongés dans l'occultisme. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus plongés dans les pratiques occultes, plus que l'Afrique. Allez-y en Inde, on nous parle de plus de 300 millions de dieux. En Chine, chaque année, un mois est mis à part pour adorer un dragon. Chaque pays a son histoire. La différence entre ces pays et l'Afrique, c'est qu'à un moment donné, les gens ont pris conscience de l'intérêt national. Donc oui, l'occultisme peut à un moment donné affecter le développement, mais l'occultisme n'est pas le seul fait du manque de développement de l'Afrique. Sinon, si c'était le cas, les pays comme la Chine n'allaient jamais se développer, même la Corée du Nord. Vous savez qu'en Corée du Nord, le président est adoré comme un dieu. Donc, toutes ces adorations, si elles étaient suffisantes pour freiner le développement, alors ces différentes nations n'allaient pas être dans la cour des grands aujourd'hui. L'Afrique continue-t-elle d'accuser du retard du fait de la sorcellerie exacerbée? Je vais puiser dans ma première réponse pour rebondir sur cette question. C'est vrai, la sorcellerie est un facteur néfaste parce que la sorcellerie est une pratique qui, de manière générale, détruit des familles, décime des gloires dans les familles. Mais soyons plus sérieux. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est partout dans le monde. Néanmoins, je sais qu'il y a eu des pays qui ont eu recours à la chasse aux sorciers, aux sorcières, et cela avait été ainsi comme en Angleterre, en Italie, en France. Donc plusieurs pays ont dû faire recours à la chasse aux sorciers, aux sorcières pour arrêter la progression de la sorcellerie qui était facteur de déstabilisation sociale. Mais ceux qui le faisaient, en réalité, c'était pour des raisons religieuses, ce n'était pas pour le développement. Il fallait chasser, tuer tout ce qu'on traitait d'hérétique. Et je peux dire que ce combat, qui a fait couler souvent beaucoup de sang, souvent innocent, a fait peut-être une petite ouverture et ça a peut-être été une délivrance pour ceux qui étaient liés
par la sorcellerie, par des pratiques occultes, etc. Mais le développement d'un pays, le développement d'une nation, d'un continent, ne peut pas être entièrement freiné à cause de la sorcellerie. Et je vais vous dire ce qui met l'Afrique en retard jusqu'à ce jour. Dans ma première réponse, j'avais déjà mentionné certaines attitudes, la trahison, le manque de confiance en soi, le fait d'être complexé vis-à-vis des Européens, ce qui nous diminuait. Oh, pourtant, nous sommes plus intelligents que eux. La preuve est que la plupart des découvertes ont été faites par les Africains et les Juifs. Donc, nous ne sommes pas les derniers de la société. D'ailleurs, nous utilisons le feu aujourd'hui parce qu'un Africain a dû découvrir comment on fait le feu. Même le feu tricolore. C'est un Noir qui l'a découvert. Alors, je vais vous dire, chers amis, de manière sincère, qu'est-ce qui est réellement le problème de l'Afrique? D'autres personnes donneront d'autres raisons, certainement, ou bien compléteront à ce que je vais dire. Mais je pense que ce que je vais dire est fondé. Je suis homme de Dieu. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Mais je vais vous dire, chers amis, l'un des instruments qui a été utilisé par ceux qui sont venus nous a servi, c'est la religion. Comme je le disais dans ma première réponse, les colons, à un moment donné, ont compris qu'ils ne pouvaient pas nous vaincre avec la force militaire. Donc, ils ont dû user d'autres stratégies. Et l'une de ces stratégies, c'était d'utiliser la religion. Ils sont venus, ils ont présenté un autre Christ. Un Christ qui allait leur permettre de nous asservir. Un Christ, un évangile qui allait leur permettre de nous dominer. C'est ainsi que certains versets de la Bible étaient très mal interprétés à nos parents d'alors. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand Jésus enseignait cela, il y a une vérité spirituelle que Jésus voulait communiquer aux disciples. Moi, j'ai appris par exemple que dans ma région, les missionnaires qu'on nous emmenait, ils utilisaient ce passage pour dire à nos parents que si vous voulez aller au ciel, vous devez être pauvre. Si vous voulez être sauvé, vous devez être pauvre. Et pendant qu'ils nourrissaient nos parents avec cet évangile biaisé, hérétique, parce que c'est une hérésie. La pauvreté n'a jamais amené quelqu'un au ciel. Dieu ne fait pas des pauvres. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons que le désir de Dieu a été toujours que ses enfants soient dans l'abondance. Donc la pauvreté n'a jamais été un message de l'évangile. Et pendant que les missionnaires prêchaient la pauvreté à nos parents, ils exploitaient notre sous-sol. Ils creusaient l'or. Ils s'enrichissaient. Donc les premiers missionnaires, la plupart des premiers missionnaires qui ont atterri en Afrique étaient des espions, des colons, pour aliéner, non seulement sur le plan culturel, mais sur le plan de la croyance. Nos parents, ils ont présenté un autre Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, qui n'est pas le Dieu d'Abraham, mais c'est eux qui avaient le livre, c'est eux qui savaient lire. Et vous savez, avant, on interdisait même la lecture de la Bible aux gens. Nous étions encore petits, l'église qui était dans notre village, que je vais taire le nom, on entendait les membres de cette église le dire. C'est seulement le leader qui a le droit de lire ce livre. Les membres ne doivent pas lire. Donc les gens n'avaient pas de Bible. Donc vous voyez, les colons ont utilisé la religion. Et je veux que vous compreniez qu'il y a une différence entre le fait d'être chrétien. Quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui a une expérience de transformation, qui a fait une rencontre personnelle avec Christ, qui a épousé la vie de Christ en lui. Ça, c'est différent de la religion, qui est un ensemble de doctrines, d'enseignements, de connaissances qu'on communique aux gens. Eh bien, en matière donc de doctrine, on peut biaiser les choses, on peut mal interpréter les textes pour asservir le peuple. Donc, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, jusqu'à présent, malgré tous les efforts qui sont faits depuis l'abolition de l'esclavage, au moment où on abolissait l'esclavage, on accentuait les missions religieuses en Afrique
pour travailler sur l'esprit des Africains. On leur faisait accepter ce qui n'était pas la vérité de l'évangile. Et nos parents, ils croyaient à cela. Et ils ont baissé la garde. Et ça, cette attitude est devenue aujourd'hui, surtout en Afrique francophone, c'est rentré dans notre sang. Deuxième élément qui fait que jusqu'à ce jour, nous n'allons pas à nous relever, c'est le système éducatif. Ceux qui nous ont colonisés ont réfléchi. Ils ont compris que ce qui peut éveiller la conscience d'un peuple, c'est l'éducation, c'est la connaissance. Alors ils nous ont amené un système éducatif, mais un système éducatif biaisé, vide. Regardez aujourd'hui ce qui se trouve dans nos livres. Allez-y dans ces pays européens et voyez ce qui se trouve dans leurs livres. Regardez les systèmes éducatifs dans ces différents pays. Donc on nous a, depuis le CP1, on a formaté notre esprit à la paresse, à la dépendance, surtout dans l'Afrique francophone. Notre esprit a été formaté à la dépendance. Et c'est pour cela que le peuple africain doit réfléchir sur le système éducatif. Et vous allez voir que plus les années passent, plus le système se dégrade. Aujourd'hui, nos élèves à l'université ne peuvent plus faire une phrase correctement. Même à l'université, le système éducatif est calamiteux. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Surtout dans les pays francophones. Donc on nous a muselé notre cerveau, on a muselé notre esprit avec une éducation empoisonnée. Un système éducatif léger. Un système qui n'a pas de percussion, qui renforce et qui conforte la jeunesse dans une sorte de sommeil, de paresse et de négligence. L'autre chose, c'est le système politique. Ceux qui nous ont servi hier avec l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage, nous ont servi un autre système pour nous maintenir toujours sur le pouvoir et empêcher réellement que nous affirmons notre identité. On nous a imposé un système politique qui n'a aucune base dans nos sociétés, dans nos traditions. On nous a servi ce qu'on appelle la démocratie. Et là encore, si on nous laissait pratiquer cette démocratie librement. Mais c'est encore biaisé. Et vous savez, chers amis, avec moi qu'aujourd'hui en Afrique, le vainqueur des élections est connu avant. Parce que le vainqueur, en réalité, les élections sont juste des formes. Voilà, c'est des mises en scène. Sinon, les gens de l'autre côté ont déjà choisi. Donc il faut juste utiliser les élections pour donner une forme de légalité, de légitimité à celui qui sera choisi. Le système politique dans lequel nous sommes, ce moule-là ne va pas avec l'Afrique. Nous sommes toujours maintenus dans des chaînes qui nous empêchent donc de mettre en œuvre notre propre système de développement culturel, économique, etc. Parce que nous dépendons de ceux-là qui nous enseignent la démocratie. La démocratie qui est servie en Afrique, c'est une démocratie de dépendance. C'est un filet dont celui qui tient la corde se trouve de l'autre côté. Depuis quand il y a eu des élections vraiment transparentes, libres et vraiment démocratiques dans nos pays? Regardez ce qui se passe actuellement. Au Tchad, il y a eu l'assassinat du président Déby et la Constitution avait déjà prévu qui devait prendre le pouvoir en cas de vacances de pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fils du président a été bornement imposé et les patrons de l'autre côté sont venus acclamer cela, accorder leur crédit à cela. Pourquoi? Imaginez la réponse. Pendant ce temps, à côté de nous, ici au Mali, il y a eu un renversement de pouvoir. Le peuple s'est levé, quelqu'un a été mis là. Ils ont décidé de faire les choses en faveur du peuple. Ils ont été combattus, ils sont combattus jusqu'à présent, même par la CEDEAO. Et tout dernièrement, nous venons de découvrir sur un plateau d'or que effectivement la politique africaine est dictée par les Occidentaux, principalement par la France, pour l'Afrique francophone, pour l'Afrique de l'Ouest. Quand un chef d'État étranger, français, tout bornement, déclare qu'il va appeler le président de la CEDEAO pour lui demander de faire ceci ou cela, ça c'est la preuve fracassante
que notre démocratie dépend de l'Occident, dépend de l'Europe. Donc en ce moment, quel développement nous pouvons avoir de nous-mêmes? Une autre raison du grand retard de l'Afrique, c'est le système économique qui nous est imposé. L'économie africaine, dans sa grande majorité, est une économie de dépendance. Alors, si tu ne peux pas jouir de ton bien comme tu le veux, et que c'est quelqu'un d'autre qui doit te dicter que faire de ton bien, comment le faire, et quand le faire, comment est-ce que vous voulez qu'on se développe? Ce n'est pas possible. Nos monnaies sont frappées ailleurs. Nos monnaies dépendent de d'autres monnaies, dépendent de d'autres politiques. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre argent. Tout le système économique est verrouillé. Et les choses sont faites de sorte que nous soyons toujours dans une forme de dépendance, que nous soyons toujours forcés d'aller faire la courbette, de tendre la main, alors que si nous avions eu la possibilité d'exploiter librement nos ressources et d'en jouir, nous ne serons pas dans le besoin. Voilà donc, chers amis, tout est fait par ceux de l'autre côté pour maintenir l'Afrique sous le joug. Donc s'il y a une sorcellerie qui nous maintient, c'est la sorcellerie impérialiste, néocolonialiste, c'est la sorcellerie de l'Occident, la sorcellerie européenne. C'est ça qui nous maintient, qui nous met en retard. Quand l'Afrique pourra être capable de choisir librement ses leaders, ses présidents, quand l'Afrique pourra réellement choisir son propre modèle économique et jouir librement de ses ressources financières, vous verrez que les choses vont changer. Maintenant, chers amis, je ne vais pas m'arrêter à ça seulement. Parce que tout ce que je viens de citer, ce sont les causes externes. Ça vient d'ailleurs. Les ficelles que les autres tirent par ailleurs. Mais à l'intérieur même de l'Afrique, le problème aussi se pose. L'une des plaies des pays africains, c'est le manque d'unité. L'Afrique a du mal à s'unir pour faire barrage aux agresseurs. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? La Libye est un pays africain. La crise libyenne pouvait être bien réglée par les Africains. Qu'est-ce que l'Afrique a pu faire pour empêcher que Kadhafi soit tué lâchement? D'abord, le peuple libyen s'est laissé berner. Le peuple libyen a accepté de collaborer avec les agresseurs. La brèche étant faite, le tout était joué. Aujourd'hui, nous avons la guerre en Ukraine. Les Occidentaux se sont tous mis en bloc pour condamner la Russie. Et ils donnent les moyens, surtout les États-Unis, donnent tous les moyens à l'Ukraine pour se défendre. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est capable de s'unir autour de ses leaders, de ses élites, et former un bloc et empêcher les Occidentaux de venir marcher sur un président africain? Est-ce que l'Afrique est capable de le faire? Non. Avec ce que nous avons aujourd'hui, je ne pense pas. Donc, il y a un manque, le manque d'unité des peuples africains. Le manque d'unité de nos chefs d'État qui refusent de prendre leurs responsabilités pour se mettre ensemble, pour dire non à l'agresseur. Et comme je l'ai déjà dit au début, tout cela est dû à ce complexe que nous avons. Et cela est dû au fait que nos élections sont biaisées. Beaucoup de présidents savent comment ils sont venus au pouvoir. Donc il ne faudrait pas qu'ils fâchent celui ou ceux qui ont fait de les rois. Donc tant que nous aurons de mauvaises élections, le développement sera difficile. Donc, je parlais de manque d'unité à l'intérieur des États et entre les États africains.